Durant les années qui suivirent lors de ses soins chiropratiques sur sa clientèle, il essayait toujours de découvrir la signification de ses dires. Ce n'est qu'après 7 ans de questionnement et de recherche qu'il parvint à entrer en contact avec le subconscient de ses patients par l'intermédiaire de leurs pieds. Lorsqu'il voulut faire part de sa découverte à l'association des chiropraticiens, sa tentative fut vouée à l'échec. Cependant, le bouche à oreille au sein de la dite association fit en sorte que la popularité du docteur Van Romp passa la frontière canado-américaine pour parvenir aux oreilles de Charles Bourbeau. À la fois intelligent et ouvert au progrès dans le domaine des thérapies de l'avenir, le docteur Bourbeau se rendit aux États-Unis et en revint quelques semaines plus tard avec tout le savoir de son éminent collègue, le docteur Van Romp. Les pouvoirs du subconscient sont tout simplement fascinants. J'ai encore en mémoire cette phrase que la réflexologue Madeleine Turgeon m'avait dit un jour lorsque je vivais à Québec en 1984. Le meilleur médecin qu'il existe au monde, c'est celui que vous avez à l'intérieur de vous-même. Elle aurait pu dire aussi, le médecin capable de faire le meilleur diagnostic au monde, c'est votre subconscient. Combien de fois il nous vient des envies soit de manger ou de faire certaines choses. C'est alors que quelque chose en vous tente de vous en dissuader. Mais malgré tout, le plus souvent, on cède tout de même à nos caprices. Et il arrive très souvent par la suite que l'on doit vous le regretter. Ah, si je m'étais écouté. Notre médecin personnel nous avait avertis, mais on ne l'a pas écouté. Je le reconnais humblement, je suis comme cela et très souvent, je dois en payer la note. Durant sa formation, Francine allait apprendre à interroger les subconscients des 4 autres élèves par l'intermédiaire de leurs pieds. Pour parvenir à localiser avec précision l'endroit du corps sujet à un problème, il lui était nécessaire d'avoir une connaissance parfaite de l'anatomie du corps humain. Pour y parvenir, elle eut recours aux documents dont je me servais pour enseigner. Car à dire vrai, les seules réponses que Francine pouvait espérer du subconscient d'une personne, c'était oui ou non. C'était donc à elle de savoir poser les questions adéquates pour parvenir à un diagnostic très précis. J'ai encore en mémoire cet exemple fascinant. Un jour où je ressentais une douleur dans le bas de mon dos, je demandais à Francine si elle voulait bien faire le nécessaire pour y mettre fin. Comme il m'arrivait parfois de mal forcer et ainsi désaligner mes vertèbres lombaires, j'avais tendance à me coincer le nerf sciatique. Cette fois-là, comme les autres, autant Francine que moi-même pensions qu'il s'agissait une nouvelle fois d'un désalignement au niveau de la 4e et 5e vertèbre lombaire. Elle procéda donc comme elle avait l'habitude de le faire. Mais le lendemain, rien n'avait changé et mon problème était toujours présent. Elle fit encore une nouvelle tentative, mais sans succès. Le soir suivant, lors de son cours à Notre-Dame-du-Lot, Francine parlait de son échec avec le docteur Bourbeau. C'est alors que ce dernier, pour prouver les richesses sans limite de nos subconscients, allait faire quelque chose de tout à fait inattendu. En demandant à Francine de s'allonger sur la table devant les autres élèves, il se mit à questionner son subconscient à elle afin de connaître mon problème personnel. En d'autres termes, si Francine n'avait pas su se servir adéquatement de son conscient pour interroger mon subconscient, son subconscient à elle, en revanche, était parfaitement au courant de ce que j'avais. De ce fait, Charles fit savoir à Francine que mon problème ne se trouvait pas au niveau lombaire, mais qu'il s'agissait plutôt d'un désalignement du bassin en rapport avec la colonne. De retour à la maison, elle mit en pratique ce qu'elle avait appris et le lendemain je me réveillais sans aucune douleur. Cette formation allait durer 2 mois et demi, mais durant ce temps-là, Francine ne resta pas inactive. Et avec le bouche à oreille, trouva de nombreuses personnes qui purent ainsi bénéficier de ses nouveaux talents.
De jour en jour, Francine commençait à réaliser qu'il lui était désormais possible d'avoir une vie normale, sans nécessairement devoir conserver un emploi qu'elle détestait au plus haut point. Sachant bien que ce qu'elle s'apprêtait à faire serait totalement désapprouvé par l'ensemble de sa famille, elle prit tout de même la décision de démissionner une fois pour toutes de Bell Canada. En quittant cette entreprise multinationale, au nom de l'un des inventeurs du téléphone, elle était consciente de laisser derrière elle de nombreux avantages et surtout une sécurité de revenus. Mais était-il plus sage de sa part de conserver cet emploi, de retomber dans la dépression nerveuse et de rendre la vie amère à tous ceux qui l'entouraient? Pour ma part, je la félicitais d'avoir osé prendre cette décision. J'étais aussi conscient qu'elle que cette perte de revenus allait nous rendre la tâche plus difficile. Peu importe, j'étais confiant et me répétais cette phrase qui me servait souvent de motivation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si ma foi chrétienne n'est certes pas exagérée, j'ai toujours cru vraie cette parabole, et j'y crois encore. Cependant, nous étions tout de même assez logiques et bien conscients que tout n'allait pas nous arriver par miracle. Il nous fallait désormais vendre nos services ainsi que nos compétences. Noël 1992. Lorsqu'arrive la fête de Noël, très souvent on ne sait quoi offrir à ceux que l'on aime. On ne veut pas leur redonner les mêmes cadeaux que l'on a déjà offerts l'année précédente, et comme les autres idées de présents nous semblent trop modestes, on se sent mal à l'aise de vouloir les offrir. En ce qui me concernait, cette année-là, Francine n'aurait jamais pu m'offrir un plus beau cadeau que celui qu'elle me préparait. La semaine précédant Noël, elle ressentit quelques malaises passagers. Et le 23 décembre, elle m'avouait penser être enceinte. Je n'osais pas y croire. Après tant d'espérance, de patience et d'efforts pour faire en sorte que Mère Nature nous donne une seconde chance, eh bien nos rêves et nos efforts communs portaient enfin leurs fruits. Pour en avoir confirmation, le 24 décembre, veille de Noël, nous allâmes chercher à la pharmacie un accessoire nous permettant de tester nous-mêmes la fécondité de l'éventuelle nouvelle mère. Le testeur était lui aussi convaincu. Et si Dieu ne changeait pas d'idée d'ici le mois de juin 1993, j'allais être papa. Il va sans dire que ce soir de Noël 1992, la nouvelle fut connue dès les premières minutes, lors de notre veillée traditionnelle au domicile d'Hélène et Robert. Bien entendu, nos mémoires n'avaient pas oublié la fausse couche de Francine et le chagrin qui lui avait fait suite. Nous devions aussi nous préparer à envisager cette autre triste réalité. Mais cette fois-ci, grâce à Dieu, les facteurs que nous soupçonnions avoir causé la mort du fœtus n'étaient heureusement plus présents. Le 25 décembre, j'appelais mes parents par téléphone pour leur souhaiter un joyeux Noël et en même temps leur annoncer la merveilleuse nouvelle. Les connaissant, je savais qu'ils redoutaient le pire, surtout après la fausse couche de Francine. Et je dois reconnaître que, si des années les avaient rendus assez incrédules quant à un bonheur garanti, j'en étais en grande partie, pour ne pas dire en totalité, la seule cause. Suite à tous les accidents dont j'ai été victime, papa et maman, à chaque fois qu'on leur annonçait une heureuse nouvelle, semblaient dire « c'est merveilleux, pourvu que ça dure ». Avoir un enfant supplémentaire dans une maison signifie aussi lui faire une place. Sébastien avait sa chambre et Francine et moi occupions l'autre chambre de l'étage supérieur. Mais lors de la venue de ce nouvel être tant attendu, il nous fallait une chambre supplémentaire. Sébastien allait avoir 16 ans, et même si son vœu d'avoir un frère ou une sœur datait déjà de plus de 10 ans, il n'était pas prêt cependant à vouloir partager sa chambre. Notre sous-sol était très spacieux. Il était donc assez facile d'y incorporer une chambre. Alors j'envisageais d'en entreprendre la construction.
Pour commencer, je pris conscience que si le sol ainsi que les murs étaient faits de béton armé, une température froide allait s'en dégager à l'année longue. Il était donc nécessaire de commencer par isoler les murs extérieurs. En me basant sur les souvenirs de mon enfance, je pensais immédiatement aux planches de Sagex, comme on en trouvait sur les chantiers. Mais après en avoir parlé à quelques personnes travaillant dans le domaine de la construction, ceux-ci devaient me faire savoir que mon idée était surtout la dernière chose à faire. Comme ces plaques de Sagex sont totalement lisses, le chaud et le froid causeraient automatiquement de la condensation. Résultat, après 1 an ou 2, l'humidité serait parvenue à ramollir puis traverser les plateaux de plâtre, allant même jusqu'à faire gondoler la peinture ou pire encore, former des champignons nocifs pour la santé. Je réalisais alors que pour imiter les ouvriers de la construction, il était préférable d'avoir au préalable travaillé dans ce milieu pour connaître au moins toutes les contre-indications, mettant en péril nos réalisations. À chacun son métier. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Francine, de son côté, avait également fait part à ses sœurs de notre besoin de posséder une nouvelle chambre pour la venue de notre futur bébé. Or, parmi les conjoints de ses sœurs, un homme avait déjà travaillé dans ce domaine et était prêt à nous faire profiter de son expérience en la matière. Jeff était le partenaire de Claudette, la 3e des filles Guertin. Arrivé d'Angleterre 30 ans auparavant, Jeff était un homme aux talents multiples. Bien qu'il ne parlait pas un mot de français,
il s'était toujours débrouillé pour trouver des emplois bien rémunérés. Résultat, il possédait avec Claudette une jolie maison au sommet du boulevard Montbleu, à laquelle il avait apporté de nombreuses modifications. Pour réaliser ce travail, Jeff allait être accompagné de son beau-fils, qui lui était parfaitement bilingue. Grâce à lui, nous n'avions aucune difficulté de faire savoir à Jeff comment nous avions l'intention de disposer cette nouvelle pièce de la maison à l'intérieur de notre grand sous-sol. En quelques heures à peine, la laine isolante était placée, les parois étaient montées, et le faux plancher isolait nos pieds de la dalle en béton. Le lendemain, ils posèrent le plafond, ainsi que les parois en panneaux de plâtre. La semaine suivante, j'allais demander à l'un de nos clients électriciens de profession de procéder à l'installation de l'éclairage et du système de chauffage. Tout ce travail terminé, et avant de poser le tapis, nous dûmes encore peindre les parois, ainsi que le plafond. J'oublie encore de préciser que Jeff, se servant d'une différence de hauteur relative à la formation de l'étage supérieur, avait construit une penderie pour lingerie et habits. Nous nous considérions très chanceux d'avoir pu bénéficier d'une aide aussi précieuse. Il va de soi que cette nouvelle pièce n'était pas réservée à notre futur bébé. En revanche, Sébastien, qui de plus en plus cherchait à affirmer son autonomie, ne se fit pas prier pour en devenir l'unique occupant. À l'avenir, il allait ainsi pouvoir recevoir des amis sans se faire déranger par des adultes trop souvent moralistes envers les adolescents. À la polyvalente qu'il fréquentait, il s'était fait un ami du nom de Philippe Boyer. Contrairement à Sébastien, Philippe ne connaissait pas la gêne. S'il n'était pas le bienvenu à un endroit, cela ne l'empêchait pas pourtant de s'y rendre. Comme les deux amis ne pratiquaient aucun sport, ils avaient tout leur temps pour s'intéresser aux filles. Philippe, de par son audace et son sans-gêne, n'avait aucune difficulté à casser la glace pour attirer l'attention de ces demoiselles. Par contre, le tempérament calme de Sébastien était un atout qui lui valait souvent d'attirer davantage l'intérêt des filles. Pour cette raison, à plusieurs reprises, les succès de Sébastien suscitèrent la jalousie de la part de Philippe, les éloignant momentanément l'un de l'autre. En 1993, Sébastien allait tout d'abord faire la connaissance de Céline. Bien éduquée, cette jeune demoiselle, dont les parents ne semblaient pas avoir de problèmes financiers, vivait dans un quartier relativement tranquille de Gatineau. À plusieurs reprises, il me fut demandé, lorsque les transports publics avaient terminé leurs heures de service, de raccompagner Céline chez elle. Pour Sébastien, j'aurais souhaité, tout comme Francine, que cette relation continue. Mais à cet âge-là, on a tous recherché la perfection en nous, et comme l'être parfait n'existe pas. Quelques mois plus tard, son intérêt se portait sur une jeune demoiselle de Pointe-Gatineau. Isabelle, contrairement à Céline, préférait rester anonyme. Du moins, je suis porté à le croire, car je ne peux même pas me souvenir de son visage, ni de son aspect. Sans doute cherchait-elle à nous éviter. J'avoue que cet intérêt soudain que Sébastien avait pour la gente féminine me rassura. Il était beau garçon, avait un physique très bien proportionné, je pourrais même dire sportif, même s'il ne pratiquait plus de sport. Et pourtant, il ne parlait jamais des filles et ne semblait pas avoir aucun intérêt pour elles. Mais à partir de 1993, Cupidon remplissait sa mission. Pendant que Sébastien et Philippe vivaient leur adolescence, Francine, elle, avait le ventre qui prenait de la rondeur. Cependant, elle était toujours présente les mercredis, samedis et dimanches à notre kiosque du marché aux puces de Masson. Pour ma part, je continuais à travailler avec Marcella.